Espace TV, le 22h. Merci de regarder Espace TV pour vous informer partout dans le monde et à Conakry. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Transition en Guinée, une nouvelle plateforme d'intercoalition des partis politiques mise en place à Conakry. La coalition regroupe en son sein plusieurs autres plateformes qui unissent leurs forces pour un meilleur débat politique pendant cette transition. Acheminement des mémorandums aux nouvelles autorités, l'Union nationale des handicapés de Guinée s'insurge. Les membres pointent du doigt les démarches exclusives de la FEGIPA Handisport, l'organisation des secours des handicapés. Vous les entendrez dans ce journal. Qu'est-ce qui a fait la une des tabloïds et des sites d'information guinéens? Pour tout savoir, la revue hebdomadaire vous sera servie par Djibril Bah. Bonsoir à tous. Et tout d'abord, pour commencer, ce courrier de la CEDEAO qui date du 30 septembre 2021, mais rendu public ce samedi. Et il s'agit de ce courrier de suspension des procédures. J'ai sous-signé Tony Annette Baido, greffier en chef à la Cour de justice de la communauté CEDEAO, vu la suspension de toute participation aux activités de la communauté CEDEAO par la conférence des chefs d'État de la communauté CEDEAO de la République du Mali et de la République de Guinée. En conséquence, le président de la Cour a décidé de suspendre toutes les procédures concernant les pays sus-indiqués et ce conformément à l'article 78 du règlement de la Cour qui dispose la procédure peut être suspendue dans tous les cas par décision du président sauf pour les renvois préjudiciels. Ainsi, vous êtes avisé qu'aucun acte de procédure ne sera enregistré par le greffe dans toutes les affaires provenant de ces deux pays, de tout quoi nous dressons le présent acte pour servir et valoir ce que de droit le greffier en chef Tony Annene Maïdo, cour de la justice de la communauté CEDEAO Abuja au Nigeria. Ils sont des jeunes activistes, des chanteurs, des entrepreneurs à répondre au rendez-vous du sommet Afrique-France tenu à Montpellier, en France, le 8 octobre dernier, c'était hier. Une première, les jeunes ont porté sur le pavois des mots d'un continent, un continent au supplice, des conflits, de la famine et de la dictature. Ils espèrent au cours de ce sommet inédit que dorénavant l'Afrique a besoin d'une rupture. Le décryptage des temps forts de cette rencontre avec Djibril Bah. Le sommet Afrique-France a tenu toutes ses promesses. En lieu et place des chefs d'État africains, ce sont des jeunes du continent qui ont répondu à l'appel d'Emmanuel Macron. Ils sont des start-upers, des artistes, des acteurs de la société civile et des chanteurs. Les jeunes très émancipés veulent désormais une relation collaborative, pas celle que la France se sert pour exploiter le continent. Ces débats, ils le veulent sans filtre. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. C'est ainsi une lecture du sommet Afrique-France qui se dessine. Autrement dit, les prémices du discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou a porté ses fruits. Beaucoup de propositions ont été faites par ces jeunes. Des propositions loin de la promotion du paternalisme, du néocolonialisme et des subtilités diplomatiques. Enfin, on écoute ce que veulent les Africains. Pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, mais qu'on écoute ce dont ils ont besoin. Discutons de sorte qu'on puisse aller de l'avant. La France a gagné dans la refondation de cette relation, tout comme l'Afrique a beaucoup de choses à gagner. Mais il faut que tout le monde gagne. Le président français, enthousiaste et ébloui par l'intervention des uns et des autres, répond aux préoccupations soulevées. Ce que je dis à travers l'histoire et la création, c'est le lien que je fais le très beau lien que vous avez fait entre penser avec un E et penser avec un A. Il faut aider à penser, donc avoir un rapport à la vérité, mais il y a des choses avec lesquelles la vérité ne suffit pas, il faut aussi s'engager humainement. Sur certaines thématiques, Emmanuel Macron tranche sans confusion. On est tous hypocrites sur le sujet des migrations. Le débat, il faut qu'on arrive à
pas simplement l'apaiser, mais moi j'aime bien votre approche par les chiffres. C'est ce que j'ai tenté de faire aussi en disant qu'il faut qu'on ait un débat chaque année sur des chiffres objectivés, mais il y a plusieurs natures de migration. Tout le monde doit gagner dans ce rapport Afrique-France. Cela nous rappelle cette célèbre formule de Kizerbo, « On ne développe pas l'Afrique, elle doit se développer ». Ces jeunes ont compris ce message et sont convaincus qu'il faut que ça change. Je vous le disais au sommaire, une centaine de partis politiques représentant 5 coalitions forment une intercoalition politique. Il s'agit du BOC, de la CORED, de l'AD, la CPA et la CPR. D'autres formations politiques sont attendues les jours à venir selon les initiateurs. C'est une coalition qui a pour ambition d'être présente dans la transition en cours. Le lancement des activités, c'était ce samedi au siège de l'UDG de Mamadou Sylla. Reportage Mamoudou Boulere Diallo. L'idée de la mise en place d'une intercoalition politique est née au lendemain de la chute du pouvoir d'Alpha Condé. Les membres de cette intercoalition sont venus de 5 coalitions politiques. Il s'agit du BOC, de la CORED, de l'AD, de la CPA et de la CPR qui décident ainsi d'unir leurs forces pour faire face à la transition. Nous pensons que le moment est venu pour la classe politique de se réunir et nous avons fait cette invite à tout le monde, même au RPG Arc-en-Ciel, afin que nous puissions parler d'une seule et même voix et faire revivre l'esprit des forces vives qui avaient vraiment permis à ce pays d'avancer. Opposés hier et unis aujourd'hui, certainement dos au mur après la chute du Parlement, ils se retrouvent pour unir leurs efforts politiques. La démarche est qualifiée de préventive par les initiateurs. Les prochains jours, ces membres de cette intercoalition vont lancer des actions sur le terrain. On va vers des élections, on va vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc le problème, il est politique. Et donc les partis politiques se doivent vraiment de prendre le taureau par les cornes afin que nous ne soyons pas les dindons de la farce. La charte de la transition rendue publique offre une place prépondérante aux femmes. Sur le terrain, ils se font rares, notamment dans l'arène politique. Cela doit changer. Lance Ramatoulaye Diallo. Les femmes doivent d'abord avoir le courage, l'assurance d'elles-mêmes, croire en elles d'abord, qu'elles sont capables d'être comme les hommes ou plus que les hommes. Si elles en ont ça dans leur tête, elles vont avancer dans tout ce qu'elles feront, y compris la politique. La vie ne se limite pas seulement à ce que tu as appris. La vie est universelle. Donc, l'apprentissage aussi est universel. Les grands absents pourraient être l'UFR de Sidia Touré, le PDN de Lansana Kouyaté ou encore l'UFDG de Selou Dalen Diallo. L'intercoalition politique dit être ouverte pour conquérir les forces vives de la nation. Après plusieurs mois de repos sabbatique, le Parti de l'Unité du Progrès PUP veut affûter ses armes pour revenir dans le débat politique. Comment préparer les prochaines échéances électorales? Le parti de l'ancien président Lansana Conté veut se réorganiser et surtout restructurer ses démembrements afin de reprendre le pouvoir en Guinée. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara. Les héritiers du feu président Conté se réunissent pour mieux organiser le parti de l'Unité du Progrès quelques semaines seulement après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé. Cette première assemblée générale est le retour en politique du parti après plusieurs mois de pause pour des raisons de pandémie, disent-ils. On a jugé utile de finir avec le congé politique et de rappeler la troupe pour Conakry aujourd'hui. Ce n'est qu'une première étape. C'est elle et qu'on se dise maintenant que les activités peuvent reprendre et tout en respectant les règles de barrières sanitaires. C'est pourquoi on s'est réunis ici aujourd'hui. On a rappelé la troupe pour pouvoir remobiliser le parti. Il vit bien et il vit. L'un des trésors laissés par l'ex-président à ses militants est bien le PUP, le parti de l'Unité et du Progrès. Pendant cette assemblée générale, le président du parti a invité ses militants à se mobiliser pour les prochaines échéances électorales. Le PUP entend participer à ce débat, entend revenir à son point de débat, au pouvoir. Lui aussi, il veut se battre pour cela. Donc dès maintenant, nous nous remobilisons. Il n'y a pas mille manières. C'est d'aller
accueillir ses militants, c'est d'aller le faire comme les autres. Au cours de cette cérémonie qui marque le retour en politique après des mois de congé, il a aussi été une occasion pour le parti de se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Ce que nous pouvons, c'est de l'accompagner, de prier pour qu'il réussisse. Parce que si le Premier ministre réussit, ce n'est pas lui qui réussit, c'est notre pays. Nous voulons une stabilité durable. Le parti compte également procéder à la réforme de ses structures à l'intérieur du pays. Le président de la coordination Alpolar a reçu ce samedi 3 autres coordinations régionales pour tenir une déclaration de soutien et de plaidoyer au CNRD. Le porte-parole est largement revenu sur les maux qui gangrènent la société guinéenne, saluant les premiers pas déjà posés par les nouvelles autorités avant de proposer des pistes et des solutions pour un dénouement heureux de la transition en Guinée. Mamadou Sadio Baldé sur les grands axes de son intervention suivie. Les 4 coordinations fonciennes, toutes les dénonciations faites par le CNRD. Elles ont déploré toutes les violences de l'État entraînant des pertes en vie humaine et de destruction de biens. Dans la lutte contre le 3e mandat, les sages des 4 coordinations ne sont pas prêtes d'oublier 24 heures de supplice chez Elarj Sekouna Souma. Donc 24 heures durant, par des agents de sécurité. Il a été dénombré 377 étuis de gaz lacrymogène. Le CNRD a opéré un changement de régime. Les 4 coordinations tiennent à l'unité nationale, que dire, d'une administration solide et performante. Combattre énergiquement l'ethnocentrisme et renforcer l'unité nationale. Instaurer un système administratif inclusif. Le gouvernement précédent a laissé des dossiers sensibles qui méritent une attention et une réparation pour apaiser le cœur. Toutes les victimes de la répression des manifestations politiques et sociales, notamment celles relatives au 3e mandat et aux violences post-électorales, aient droit à la justice et à la réparation. 6. Que les victimes des expropriations illégales de patrimoine foncier ou immobilier soient rétablies dans leurs droits. Une cohésion de la nouvelle équipe dirigeante est primordiale pour espérer conduire une transition réussie. Il est très important qu'il continue à maintenir un esprit d'indépendance, un esprit de liberté, un esprit de concertation clair et rationnel entre eux afin de répondre concrètement aux objectifs et aux désirs des populations guinéennes. Un mémorandum détaillé a été soumis au Conseil national du Rassemblement pour le développement comme contribution pour amorcer un développement socio-économique. Mamadou Sadio Baldé. L'ONG Guinée Anticorruption prend elle aussi acte de la prise du pouvoir par l'armée, réaffirme son soutien conditionnel au président du CNRD. Guinée Anticorruption sollicite par la même occasion la libération de l'ancien président Alpha Condé. C'était à la faveur d'une déclaration lue au micro de Aminata Massiré Bangoura et Ibrahima Souma. Suivez. Monsieur le Président, chef de l'État, nous, membres de l'ONG Guinée Anticorruption, GAT, en partenariat avec l'ANLC, Agence nationale de la lutte contre la corruption, nous engageons à vous accompagner dans cette lutte noble pour le bien de la nation, qui est la corruption. Monsieur le Président, la population n'a besoin qu'une seule chose, la prospérité pour tous. Mots-clés, corruption, abus de pouvoir, gestion publique, prévention et répression. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, a montré une volonté de lutter contre la corruption mentionnée dans la charte et répétée lors de la prestation de son serment à la magistrature suprême, que la justice sera la boussole d'orientation à travers des réformes judiciaires pour éradiquer la corruption et l'impunité. Chose qui cadre parfaitement avec l'ambition de l'ONG.
Nous ne saurions terminer, Monsieur le Président, sans solliciter auprès de votre autorité la libération et le respect de l'intégrité physique et morale de notre cher père, le président dessus, le professeur Alpha Condé. Vive la Guinée, vive l'unité nationale, vive le CRND. Que Dieu bénisse la Guinée. L'Union nationale des handicapés de Guinée en colère, je vous le disais en titre, elle accuse le comportement des fédérations, notamment la Fédération nationale des handicapés de Guinée, Handisport, Ropa du CIDEP et l'Organisation des secours des handicapés. Plusieurs associations sont présentes également dans cette union qui est affiliée à la FEGIPA. Aujourd'hui, les membres dénoncent le comportement peu catholique des responsables suite au dépôt du mémorandum qui a été présenté au CNRD sans consultation préalable. Suivez ce propos recueilli par Djeneb Bangoura et Kabak Kamara. Excellent Monsieur le Président, cette foule devant vous aujourd'hui est composée de plusieurs handicapés qui souffrent dans leur chair par un oubli total. Nous avons appris que vous nous avez donné 2 places aux handicapés pour le CNT. Nous vous remercions pour ces gestes magnanimes. Et nous tenons à vous informer que le mémorandum qu'on vous a remis, nous n'avons pas été associés. Nous n'avons pas été associés ni de près ni de loin. Excellent Monsieur le Président, nous voici devant vous avec ces plaidoiries pour nous aider à obtenir des places dans le gouvernement. Et nous voulons que vous nous acceptez que le ministère de l'Action sociale soit dirigé par un handicapé, parce que c'est les handicapés qu'on connaissent les maux dont souffrent les handicapés. À Cancan, la nomination du Premier ministre Mohamed Beavogui à la tête du Palais de la Colombe par le président de la transition fait la quasi-unanimité au sein de l'opinion. Les acteurs politiques et de la société civile ainsi que les citoyens expriment tout de même leur attente vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya et son Premier ministre chef du gouvernement quant à la transition en cours en Guinée. Ils se sont exprimés au micro de Alpha Oumar Koïta, notre correspondant régional. Après la nomination d'un Premier ministre salué par la majorité des Guinéens, les regards restent désormais tournés sur la formation d'un gouvernement de transition. Sur le sujet, le président du Conseil régional des organisations de la société civile de Cancan mise plutôt sur un gouvernement de technocrates en lieu et place d'un gouvernement d'union nationale. On a souvent parlé de gouvernement d'union nationale, des gens envoient leurs amis. Quelle que soit la compétence de cet ami-là maintenant, vous comprenez que ça peut poser problème. Donc moi je pense que ce qui doit guider le Premier ministre de son choix, c'est l'intégrité et la compétence. Pour Mohamed Mansaren du MPDG et l'ancien Condé du BL, certes avoir des technocrates aux affaires est important, mais le plus important à leurs yeux aujourd'hui pour les Guinéens, c'est d'avoir des patriotes à la tête du pays. Il a un carnet d'adresses bien garni, mais il faudrait également savoir que dans le contexte guinéen actuellement, cela n'est pas un critère suffisant. Il faudrait qu'il soit animé d'un patriotisme indéferlable. Ce gouvernement, nous n'avons pas besoin de grands diplômes, nous avons besoin des patriotes. Parce qu'on a toujours vu des grands diplômés qui ont toujours lapidé les deniers publics. Et nous ne souhaitons pas que ce soit la même situation, qu'on choisisse les gens par leur probité morale et leur engagement vis-à-vis de la nation. Et c'est ce qui peut nous conduire à une transition apaisée et inclusive. Alassane Condé est un citoyen. Il adresse un message au président de la transition et à son Premier ministre. Ce que je voulais dire au colonel, lorsqu'il a nommé un Premier ministre, qu'il le laisse travailler. Il va nommer des personnes fiables, des personnes qui peuvent faire avancer ce pays, qui peuvent nous enlever dans la souffrance. Ce que je demande au Premier ministre, il n'a qu'à prendre des gens qui connaissent leur travail et des gens qui ont l'amour de ce pays. Parce que le gros problème, c'est là-bas. Il ne suffit pas d'être nommé, aujourd'hui tu vas chercher à voler. C'est parce qu'on veut voir. On veut des gens qui vont travailler,
qui vont faire développer la Guinée. Ismaël Camara, lui, estime que les nouvelles autorités doivent inscrire dans leur agenda comme priorité l'audit des anciens dignitaires. Aujourd'hui, nous sommes économiquement faibles. Ils doivent mener des audits, faire les audits, tout ce qu'ils doivent à la Guinée, à la population guinéenne. Ils doivent les auditer et les retirer. S'il faut saisir les biens là, on met ça dans la caisse de l'État pour pouvoir organiser les élections libres et transparentes. Quoi qu'il en soit, les nouvelles autorités bénéficient jusque-là de la confiance de la population, sauf du bonheur et de la justice, tant promis. Alpha Omar Koïta depuis Cancan, le prix du jeune entrepreneur solidaire a été lancé ce samedi à Conakry, une initiative de la structure Jeunes solidaires dans le cadre de l'autonomisation des jeunes. Cette troisième édition permettra à des lauréats dans les catégories création et gestion d'entreprise de bénéficier d'un appui technique et financier dans leurs projets. Le concours s'étend sur 45 jours. Mamadou Kalisso et Abdoulaye Kamara signent ce public reportage. L'entrepreneuriat jeune est un moyen sûr de création de la richesse. Jeunes solidaires l'a bien compris et saisit l'opportunité pour accompagner des jeunes entrepreneurs de Guinée. La plateforme est représentée sur l'ensemble du pays. En plus de ce projet de concours sur l'entrepreneuriat, nous avons actuellement un siège fédérateur que nous mettons gratuitement à la disposition des petits entrepreneurs. Vous comprenez, chers invités, qu'avec Jeunes Solidaires, notre engagement en faveur de l'entrepreneuriat jeune va au-delà des simples mots. La structure forme et accompagne des jeunes entrepreneurs dans leur démarche d'auto-emploi et le développement socio-économique du pays. Cette troisième édition, lancée ce 9 octobre, s'étendra sur 1 mois et demi. Donc au cours de ces 45 jours, ces jeunes peuvent postuler auprès de nos antennes à l'intérieur du pays, à Conakry au siège à la cantine en face de Cité CBK, nous avons notre siège fédérateur, mais aussi en ligne sur notre site internet le www.lesjeunesolidaires.org. Cette structure est accompagnée techniquement et financièrement par Trias Guinée, une organisation belge qui appuie les entrepreneurs et agriculteurs. Les lauréats recevront leur prix fin décembre selon les organisateurs. Le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, membre du jury, prévient les candidats qui ne seront retenus que les meilleurs. À l'occasion de la Journée internationale du travail décent, la Fédération de l'hôtellerie, touristique et restauration branche Connex a tenu une conférence de presse vendredi à Conakry. Objectif, exiger la réintégration au sein de l'hôtel Sheraton Grand Conakry de leurs camarades Amadou et Alassane, deux délégués syndicaux licenciés il y a de cela 1 an. Rosaline Gauthier-Monemou nous fait le point. La Fédération de l'hôtellerie touristique, restauration et branche Connex exige la réintégration au sein de l'hôtel Sheraton Grand Conakry de leurs camarades licenciés il y a de cela 1 an. Un licenciement qu'elle qualifie d'illégal. Ça fait plus d'1 an que nous sommes en train de nous battre pour lutter pour leur réintégration parce que c'est un licenciement qui n'est pas normal. Donc nous exigeons leur réintégration, nous ne voulons pas de règlement. Plusieurs employés ont été illégalement licenciés au Sheraton Grand Conakry. Les 2 délégués syndicaux ont connu le même sort parce qu'ils défendaient les travailleurs. Ils trouvent que l'entreprise est hostile au mouvement syndical. Au départ, vous avez suivi les parents de Mariam Kamara. Cette fille est décédée à l'hôpital Ignace Dine par faute de prise en charge. Nous l'avons défendue, on n'a pas pu la sauver. On a vu des produits périmés servis aux employés de Sheraton, ce qui n'est pas du tout normal, qu'on dénonce. Donc l'entreprise est juste une structure antisyndicale qui ne sont pas pour qu'il y ait un syndicat au Sheraton, qui ne sont pas pour la justice. C'est la raison pour laquelle nous avons été licenciés. Les licenciés réclament leur réintégration au sein de l'entreprise. Ils interpellent les nouvelles autorités du pays pour voir leur situation. C'est la DRH qui devait aujourd'hui intervenir auprès de la direction pour dire ce que la loi ne permet pas. Mais aujourd'hui, elle est la première à opprimer le droit des travailleurs pour fortifier sa position dans l'entreprise. Nous lançons un appel solennel au président de la République, chef de l'État et colonel Mamadi Doumbouya, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que nous soyons réintégrés
parce que c'est abusif, c'est un licenciement abusif. Il faut noter que ces 2 délégués syndicaux du Sheraton Grand Conakry ont été licenciés grâce à la complicité de l'inspection générale du travail, nous a laissé entendre ces syndicalistes. Les Nations Unies ont consacré le 12 août de chaque année à la célébration de la Journée mondiale de la jeunesse. En différé cette année, le RAJGI, Réseau Afrique Jeunesse, a organisé ce samedi cette journée en formant des jeunes issus de différentes structures. Selon la structure, le contact entre entreprises et jeunes est une occasion pour préparer un lendemain meilleur. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Le RAJGI regroupe des jeunes qui ont plein de projets mais peinent à les concrétiser. Les entreprises ont accepté de partager un temps avec eux, des conseils précieux pour débloquer une situation inconfortable ou encore un appui financier. C'est l'objectif que se fixe la structure organisatrice. C'est pourquoi, dans cette conférence, nous avons appelé les entrepreneurs pour que les jeunes puissent s'engager vers l'entrepreneuriat, pour que ces jeunes-là puissent passer le stade de chômeur pour être vraiment le créateur d'emplois. Ça n'est possible que lorsqu'ils créent leur propre entreprise. Et c'est pourquoi il y a une banque à Kamalpa qui finance. Nous devons travailler en partenariat avec cette banque. Nous devons mettre les jeunes en rapport avec cette banque pour que la banque puisse accepter d'accompagner ces jeunes pour qu'ils soient créateurs d'emplois. Ces jeunes manquent de tout ou presque. Le seul et grand atout qu'ils possèdent, c'est la détermination à se prendre en charge. Un petit coup de pouce, le chemin peut être balisé. Dans le domaine d'accompagnement et surtout dans le domaine d'assistance et de coaching. Mais grâce à cette journée, j'ai pu vraiment comprendre qu'il y a des structures qui sont basées pour ça, qui peuvent nous accompagner. Il suffit juste de faire une bonne communication afin que nous, jeunes, nous puissions aller vers ces structures pour nous accompagner, nous coacher, nous mettre sur la ligne qu'il faut. L'UNESCO a pris part à ce rendez-vous. Le bien-être de l'humanité passe aujourd'hui par l'autonomisation de la jeunesse. C'est une occasion de sensibilisation des jeunes, mais aussi des parents, des gouvernements, pour justement apporter, soutenir les jeunes, pour leur promotion, pour leur autonomisation. Le ministère de la Jeunesse souligne qu'une ressource humaine qualifiée et surtout à l'abri du besoin n'est pas comparable à une ressource minière. Car la jeunesse, c'est le potentiel énergétique du pays. Si la jeunesse est accompagnée et appuyée, n'est-ce pas, c'est plus que les mines d'or. Avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes BOSSEJ en abrégé, financé par la Banque mondiale, l'Université Mercure International a bénéficié d'une subvention de 4 000 $ américains. Elle a rénové ses locaux, équipé ses salles et renforcé la capacité de ses enseignants. Ce samedi, l'université a franchi un autre pas, l'acquisition d'un important lot de matériel pour la nouvelle filière qu'elle a lancée. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré pour les explications. Lutter contre le chômage et mettre sur le marché de l'emploi des diplômés, pas en fonction de l'offre, mais de la demande. L'Université Mercure International fait un grand pas et réceptionne aujourd'hui des équipements labos venus de l'Italie, de la Belgique et de la France. Un financement de près de 2 milliards de francs guinéens obtenu avec le projet BOSSEJ, l'aboutissement de 3 ans de préparation. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter les équipements que nous avons acquis dans le cadre de ce projet. Ce sont les équipements d'une valeur de 1,950 milliard de francs guinéens. Avec le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, financé par la Banque mondiale, l'Université Mercure International, en consortium avec le groupe Diekelec, a récemment développé et ouvert une nouvelle filière de formation en électricité domestique et industrielle. 64 étudiants avaient déjà commencé avec les cours théoriques. L'acquisition de ces équipements dernière génération va permettre aux apprenants de comprendre beaucoup de contours en électricité. Entre autres, du matériel pour faire des installations domestiques et tertiaires classiques, du matériel pour faire des installations domotiques et VDI, du matériel pour faire des câblages industriels, du matériel pour faire des installations solaires photovoltaïques
et groupes électrogènes, des équipements pour bancs d'essai et des équipements de construction mécanique. Et pour réussir le pari, l'université a aussi misé sur la formation des formateurs. Des experts ont été envoyés, des ingénieurs recrutés et plusieurs partenariats noués avec l'Institut supérieur de génie électrique de Burkina, l'Université d'Artois de Lille, le CFP de Matoto ou encore Soneltech de Tunis. Cette formation professionnelle diplômante vise à former et à mettre à disposition des entreprises guinéennes 520 jeunes qualifiés, dont 30% de filles femmes. Cette subvention nous a permis, entre autres, de nouer des partenariats avec le secteur professionnel de la place pour les stages et le recrutement des jeunes que nous avons à former, notamment la société GI Ciment et les moulins d'Afrique. Cette nouvelle filière, validée par des entreprises de la place, vise un seul objectif, former des jeunes qui ne vont pas se retrouver au chômage. C'est l'un des objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'on a créé l'Agence nationale d'assurance qualité pour qu'il y ait une adéquation entre les formations suivies et les demandes d'emploi sur le terrain. La formation est ouverte à ceux qui ont le niveau de la 10e année et plus. Elle dure 1 à 3 mois et de 2 à 3 ans. La formation coûte 3 millions de francs guinéens par an, payable en 3 tranches. L'Office national de contrôle qualité et le ministère du Commerce ont procédé ce samedi au lancement d'une opération d'inspection des produits destinés à la consommation. L'objectif est de démanteler tout ce qui est impropre à la consommation. À peine démarrée d'ailleurs, l'opération s'est soldée par la saisine de plusieurs articles en état de décomposition. L'initiative va durer 3 mois et Justin Leno, Ibrahima Soli Kamara étaient sur leur pas suivi. Des sacs d'oignons stockés dans un magasin situé au grand marché de Madina Dispensaire. Les sacs superposés sont en état de décomposition. Ce samedi, l'Office national de contrôle de qualité et le ministère du Commerce les ont saisis et le magasin a été fermé. Nous avons fait aujourd'hui un bon nombre de magasins et nous avons constaté très malheureusement qu'il y a des acteurs, des commerçants qui vendent des produits impropres à la consommation. Ces produits ont été mis sous scellé et l'Office national de contrôle de qualité va se charger de la destruction de ces produits parce que le ministère du Commerce a un grand souci de protéger les consommateurs. Les consommateurs, c'est vous et moi. Dans un autre lieu de conservation des produits destinés à la vente, 6 Kenyans, des boîtes de sardines, d'omela, de lait et plein d'autres articles impropres à la consommation sont aussi démantelés. Je mesure bien l'ampleur, c'est ce qui nous amène sur le terrain. Notre rôle est d'intensifier le contrôle dans les marchés afin vraiment d'identifier les produits impropres à la consommation et de procéder, n'est-ce pas, à leur saisie et la destruction de ces produits identifiés. Donc c'est pour vous dire que nous sommes soucieux de la mission vraiment qui nous est confiée, qui est celle de sauvegarder la santé des consommateurs. Ces opérateurs vont être interpellés par l'Office. Nous allons mettre en place une procédure de destruction de ces produits impropres. Les responsables des magasins ciblés ne veulent pas s'expliquer en majorité. Ce vieillard, lui, tente de se défendre. Il est le propriétaire de la quantité d'oignons saisis. On venait fermer le magasin. Pourquoi? Vous regardez comment? Il y a ventilateur, il y a aération. Moi, ce que je pouvais faire, j'ai fait. Regardez, tour de magasin là. S'il n'y a pas d'aération, il y a combien de ventilateurs à l'intérieur? L'opération de contrôle lancée ce samedi par l'Office national de contrôle de qualité et le ministère du Commerce s'étendra sur une période de 3 mois. L'objectif visé est de libérer le marché guinéen des produits périmés, impropres à la consommation et protéger les consommateurs. Le projet de lutte contre la dégradation de l'environnement pour un développement durable dans la sous-préfecture de Moussaïa
préfecture de Forêt-Caria suit son cours normal. C'est dans ce cadre qu'il a initié une journée de remise à niveau des enseignants et élus locaux de la localité à travers l'ONG JAG et ses partenaires. Les images de Amara Alexila sont commentées par Antoinette Dédé Onivogui. Ce sont des enseignants, encadreurs et leaders d'opinion de la sous-préfecture de Moussaya qui ont pris part à une journée de formation et de partage d'expériences sur la lutte contre le dérèglement climatique. Aujourd'hui, en fait, nous sommes en train de former les enseignants, lutte en contre former les élèves. On veut former ce qu'on appelle les éco-citoyens de demain, c'est-à-dire des gens qui tiendront compte de l'environnement dans tout ce qu'ils feront. Aujourd'hui, c'est la formation des enseignants. On leur donne des notions liées à la protection de l'environnement, gestion des déchets et des milieux environnants, l'importance de la protection des forêts tropicales, le changement climatique. Ces gens, ils vont passer, eux qui donnent des formations aux enfants, ils encadrent les enfants. Ils pourront aussi transmettre le message reçu aux enfants qu'ils encadrent. En plus, nous, on viendra aussi former ces enfants pour que eux et nous, ensemble, on puisse accompagner les enfants dans le processus de changement de mentalité. Initié spécialement pour protéger le mont Kununkan, les participants et les élus locaux satisfaits de cette formation se disent prêts à mener le combat. Je dirais à la population de Moussa, surtout les riverains, de vraiment tous se donner la main pour encadrer la forêt dans ce qui est autour de Kununkan, qui est la zone vraiment qui est devenue internationale. Ce n'est même pas national, c'est devenu international. À nos enfants, arriver dès l'ouverture, on doit enseigner nos élèves comment protéger l'environnement et puis comment utiliser aussi les ordures. Où il faut mettre, on ne doit pas jeter n'importe comment, mais on doit utiliser la poubelle dans les différents coins. Nous allons apprendre nos enfants à appliquer ça et apprendre les parents qui sont au village comment gérer les ordures ménagères. 9 écoles bénéficieront au fur et à mesure de cette formation. Le mont Kununkan est pour l'instant la seule réserve de la basse-côte non endommagée. Voilà l'actualité sur les tabloïds et sur les sites d'information. C'est tout de suite après ça juste. Nous recevons, comme tous les samedis d'ailleurs, sur ce plateau, Djibril Ba. Djibril Ba, bonsoir. Bonsoir David. Merci d'être sur ce plateau pour tout nous dire sur l'actualité, la une de cette semaine, en tout cas sur les tabloïds et les sites d'information, mais principalement, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, d'abord, c'est un plaisir partagé, le fait d'être ensemble sur ce plateau. Et il faut le dire que l'actualité a été vraiment riche cette semaine. On va commencer par le journal Le Populaire qui a titré à sa une « Le pari a débuté ». En fait, le tabloïd pense que le peuple et les gens de la haute société attendent du couple présidentiel et d'autres membres de la junte une volonté de se mettre résolument au service de l'intérêt général des Guinéens et qu'ils prennent des décisions courageuses. Attention, Doumbouya, titre le site d'information, le lynx.net. Notre confrère pense que le colonel Doumbouya a plus de chances que le colonel Lansana Conté en 1984 à l'époque et le capitaine Moussa Dadis Camara en 2008. Donc ces deux ont pris le pouvoir juste après le décès de feu Ahmed Sékou Touré et général Lansana Conté. Donc le quotidien constate que par ailleurs la rapidité avec laquelle certains du régime Déchi ont adopté leur discours à la nouvelle situation. Donc le site d'information précise encore, un d'entre eux avait même déclaré qu'il se suiciderait et celui-ci n'était pas élu pour un troisième mandat. Donc tout porte à croire qu'il n'est pas prêt à mettre fin à ses jours à la suite de la chute de son champion. Enfin, la transition à un Premier ministre et ça fait bien le chou gras des sites d'information.
Oui, évidemment, David, c'est le site d'information mosaïqueguinée.com qui nous l'apprend cette semaine. Donc, le site d'information dit ceci, que le POMU va peaufiner avec le CNRD la nouvelle équipe gouvernementale qui va désormais conduire la transition en Guinée. Mohamed Beavogui, un héritier à la primature, affiche cet autre site d'information, Vision Guinée. Donc, notre confrère explique que ce nouveau-né est produit d'un père issu de la région forestière, précisément en Massanta, fait comment Beavogui est ancien diplomate et frère du tout premier ministre guinéen. Vous le savez, c'est Lansana Beavogui. Lui, Lansana Beavogui. Voilà, effectivement, lui, Lansana Beavogui, est d'une mère de la moyenne Guinée, feu Adia Leila Diallo, sœur aînée du feu Diallo Telli, le tout premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. L'inquisiteur.net, le site d'enquête et d'investigation, l'avait pourtant dit, 2 noms seraient sur la table du patron du CNRD. Il s'agit de Mohamed Beavogui, sous-secrétaire, général de l'ONU, et Kemoko Touré, ancien directeur général de la CBG. Donc, entre les lignes du site d'information, le premier, par plusieurs fois, avait été proposé comme Premier ministre. Vous savez, en 2007, il faisait partie des premiers ministrables, mais finalement, c'est Lansana Kouyaté, oui, qui a été choisi. Et en 2008 aussi, il faisait partie des premiers ministrables, mais finalement, c'est Komara qui a été choisi. Et dernièrement, il était dans le viseur d'Alpha Condé, mais là aussi, finalement, il n'a pas été choisi. Et l'inquisiteur poursuit pour dire Mohamed Beavogui, fort de ses expériences de plusieurs décennies dans les institutions onusiennes, sa maîtrise des rouages de la diplomatie internationale, ses connaissances du fonctionnement des institutions financières internationales, ses relations avec les grands investisseurs à travers le monde, serait un homme idéal aux côtés du colonel Mamadi Doumbouya pour conduire les affaires pendant la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, la Guinée, serait-il tous à la croisée des chemins? La question, elle se pose, et c'est bien le journal Le Populaire qui s'est les posé, mais aussi à développer. Oui, effectivement, David, le journal Le Populaire revient encore pour donner des conseils au colonel Mamadi Doumbouya. Donc, selon notre confrère, le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas droit à l'erreur. Donc, c'est dans ce sens que le quotidien, le journal hebdomadaire, j'allais dire plutôt, continue pour dire, pour construire et garantir réellement une nation démocratique où l'intégrité, le patriotisme et les compétences seront désormais mis en avant dans un pays où les réflexes ethniques et régionaux expliquent et déterminent souvent les attitudes, les opinions, les actions et réactions, les positionnements et même parfois le choix des amis. Cet engagement du colonel vaut à lui seul le mérite de justifier la prise du pouvoir par le CNRD, David. Alors, depuis qu'Alpha Condé a été déchu, ce régime a été déchu, plus d'opposants, mais simplement d'acteurs politiques désormais. Alors, aujourd'hui, certains parmi eux veulent parler d'une même voix pour aller, en tout cas, traverser cette transition. Les médias en parlent aussi. Oui, effectivement, David, ils se sont rencontrés le 7 octobre 2021 au domicile de Sidia Touré à la minière, dans la commune de Dixine. Il s'agit des leaders de l'ANAD, de la COPED, de la CPR, de la CORED d'Ousmane Doré. Donc, selon le site d'information mosaïqueguinée.com, il s'agit de mettre en place l'intercoalition politique. Oui, d'Ousmane Kaba plutôt. Donc, je disais que selon le site d'information, il s'agit de mettre en place l'intercoalition politique en vue de parler d'une même voix face à la junte militaire qui a renversé Alpha Condé le 5 septembre dernier. Donc, des ententes de collaboration sur une grande variété de sujets seront définies. Alors, cette autre actualité qui n'est pas passée inaperçue, on parlait tout à l'heure de l'arrivée de Mohamed Beavogui, mais son installation n'a pas été quand même de beaux jours pour les journalistes. Effectivement, le site d'information Africa Guinée nous apprend cette semaine aussi que cette installation du tout nouveau Premier ministre devait se faire de manière discrète. Mais les agents de sécurité qui étaient postés là, donc ont sommé nos confrères de quitter les lieux. Donc même les prises d'images sont interdites.
Mais Mosaïque rappelle quand même que ce n'est pas une première que nos confrères, surtout de la presse privée, soient vraiment interdits de couvrir des événements et des cérémonies de la junte. Donc le site d'information précise que lors des consultations nationales au Palais du Peuple, la presse privée a été aussi interdite de toute prise de vue et de prise de somme. Donc le site d'information continue pour dire que cela quand même suscite des interrogations et le site se pose ces questions et pour dire pourquoi la junte au pouvoir en Guinée refuse à la presse privée l'accès aux événements d'intérêt commun. Que cache le CNRD? A-t-il peur que celle-ci ne révèle ses limites, des questions qui valent leur pesant d'or? Donc, Guinée Matin conclut pour dire que la presse privée qui s'était vue refuser l'accès à la primature dans la matinée a finalement été autorisée à participer à la cérémonie. Oui, Guinée 114 dira d'ailleurs qu'il faut qu'on arrête d'interdire l'accès aux journalistes, en tout cas pour la richesse d'informations générales, d'informations d'intérêt national. Merci à vous, Djibril Ba, pour toutes ces précisions. Ouais, merci, David. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir regardés. Les programmes continuent sur Espace TV. Portez-vous bien.